Eh bien bonjour à tous pour ce JT tactique du vendredi 19 mars. Donc aujourd'hui on va parler de pas mal de choses. Donc on est parti. Premier sujet, couteau de training. Je vous en avais déjà un petit peu parlé cette semaine sur une petite manipulation du training pour vous, de manière à vous familiariser avec le couteau. Quelque chose de très très simple. Donc voilà, le training, ma vision du training à moi, c'est le visuel d'un couteau déjà existant qui se rassemble le plus à quelque chose de réel en effaçant complètement le tranchant et la pointe. Et à partir de là, il peut naître plusieurs formes. Voilà, comme celui-ci, un couteau qui fait un peu plus militaire. Un couteau comme celui-ci, je dirais un peu plus agressif, un peu plus massif. Vous avez des petites lignes aussi, comme ce petit tanto, qui est vraiment très très sympa. Également, tout petit gabarit. Et également s'amuser avec une silhouette comme celui-ci qui rappelle un Spyderco. D'accord, donc vraiment tout est possible avec l'aluminium. J'ai ma vision aussi du training, en tout cas dans la façon de le faire, c'est bien sûr d'effacer le tranchant, mais la pointe l'effacer également. Les pointes paraissent là d'ici. Avec les émoutures, il y a un effet visuel très fin, mais comme vous pouvez voir, la pointe est complètement arrondie. On a une pointe arrondie ici, on a une pointe arrondie juste là. On peut y aller sans problème, s'il n'y a aucun risque au niveau des coups, au niveau des impacts. Vous pouvez y aller sans souci. Même si le couteau, pendant la manipulation ou pendant une technique, vient à riper, il y aura plus une douleur due au choc qu'une blessure due à la pointe. D'accord. Maintenant, pour ceux qui ont un petit peu peur de manipuler ce genre d'outils, parce que c'est des outils qui paraissent encore pour eux trop violents et trop agressifs, je vous conseille de vous entraîner avec ça. Donc là, je voudrais vous montrer un petit tressage que j'ai vu récemment et que je fais maintenant sur quelques-unes de mes pièces. C'est la queue de serpent. Donc un tressage vraiment très très sympa. Ça rappelle un peu les anneaux du serpent à sonnette, du diamantin, qui viennent s'entrechoquer pour prévenir du danger. Donc je le fais maintenant sur quelques-unes de mes pièces. Je l'ai fait par exemple ici, en tout petit. C'est plutôt sympa. Il y a un esthétique vraiment, vraiment joli. Je vous conseille d'aller voir certains sites qui proposent carrément, qui vous montrent comment faire ça. J'ai essayé de faire une vidéo pour vous la montrer, mais le problème c'est que ça ne donne pas grand chose. Il y a beaucoup trop de millimélos au niveau de la manipulation mais certains ils sont très bien arrivés, donc je vous conseille d'aller voir ça. Donc maintenant on va parler des Endura, l'Endura de chez Spyderco. Il y a eu plusieurs versions, plusieurs générations d'Endura. J'ai une des premières versions de chez eux, et là c'était vraiment un produit exceptionnel, acier VG10, d'accord, une ligne que j'aimais beaucoup, avec un manche relativement large sur la fin de manière à avoir un très bon grip, d'accord, un très bon verrouillage. On était encore sur un couteau très très léger, avec que des plaquettes FRN, d'accord. Aujourd'hui les plaquettes FRN sont doublées par une plaquette titane moulée à l'intérieur du manche, donc ce qui fait qu'on a un couteau, je dirais, plus costaud mais un peu plus lourd. Spyderco, bien sûr, il y a une très grosse communication, c'était sur sa facilité d'ouverture avec le Spider Hole, d'accord, à une main, peu importe l'angle. Ça c'était vraiment, vraiment très très sympa. Il y avait aussi la possibilité de faire claquer la lame à l'ouverture. Il y a eu beaucoup de communication et beaucoup de films là-dessus. Vous êtes ici, vous sortez le couteau, vous le saisissez de cette façon-là et vous faites claquer la lame de cette façon-là. C'était une ouverture très rapide, vraiment efficace et qui avait de la gueule, tout simplement. J'ai remarqué qu'avec les nouvelles générations d'Endura, il était très difficile aujourd'hui d'obtenir la même qualité sur en tout cas le claquage de lame. Voilà, comme ça. J'ai remarqué ça sur certains de mes produits, mais je l'ai remarqué aussi sur d'autres produits en boutique. Je me suis posé la question de savoir si c'était pas un problème encore de couteaux et de série. Et il se trouve que moi j'en ai, c'est pas le premier que j'ai en main, j'en ai eu d'autres que je voulais acheter que j'ai pas acheté à cause de ça. Donc toujours, pas de problème au niveau de ces ouvertures là, ok, aucun souci. Par contre, sur le claquage dans ce sens-là, d'accord, il y a beaucoup, on s'amuse. Je connais personne qui s'est pas une fois amusé à claquer un couteau dans ce sens-là. Avec cette version-là, sur l'Endura 4, j'ai remarqué qu'il y avait un petit défaut, et à vérifier chez vous, mais à vérifier aussi quand vous êtes au sein d'un magasin, demandez à tester. Vous faites ça, vous voyez, voilà. Je l'ai ouvert de la même tonicité. On a la lame qui vient claquer sur la butée. Alors je ne sais pas si ça vient d'un problème de mécanisme, si ça vient d'un problème tout simplement du fait qu'à l'époque il n'y avait pas de plaquette titane à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez réussir à les voir. Mais de toute façon vous le regarderez sur l'intérieur des vôtres. Je me demande s'il n'y a pas un problème de vibration, c'est-à-dire que le fait que la lame vient choquer la butée, si ça ne renvoie pas un choc, c'est une sorte d'onde de choc dans l'autre sens. Donc
J'essaie de le refaire. Vous voyez, hop. Voilà. Donc voilà, il faut le faire doucement. J'ai remarqué ce problème là sur l'Endura 4. Sur la gamme, là on est sur l'Endura 4 en VG10. Sur la gamme FRN, on va regarder ensemble. J'ai l'impression que c'est un peu plus costaud. Ça part bien, mais par contre on a un claquement au moment du verrouillage qui n'est pas vraiment rassurant. Mais voilà, vous voyez. Je pourrais le faire au moins 10 fois avec les nouvelles générations d'Endura 4. Je sais qu'il y a au moins 4 voire 5 fois où l'ouverture va foirer. Sur les anciennes versions, je peux le faire 10 fois. On a un bruit net. Je peux même essayer de ramener la lame en arrière pour vraiment la refermer. Là, je tape sur la table, donc ça ne sert pas à grand chose. Voilà. On a vraiment un verrouillage très solide. Je vais vous parler maintenant du Paramilitary qui pour moi est vraiment la référence, hein. C'est vraiment une sacrée référence sur la marque Spyderco. Moi j'adore cette ligne là. On est sur un couteau vraiment agréable entre le côté très tactique et le couteau EDC. Il n'est pas imposant, il a vraiment une belle ligne, elle est vraiment puissante. Bon, pas puissante au niveau de sa lame parce qu'on est quand même sur une lame vraiment effilée, mais je vais vous parler du Paramilitary sur sa nouvelle version. J'ai pu voir sur YouTube, et certains d'entre vous ont certainement pu le voir aussi, sur les prototypes qui sont actuellement travaillés, et j'ai pu voir une finition de Paramilitary vraiment magnifique, dans le sens où on va avoir la nouvelle génération, si le prototype passe, au lieu d'avoir une seule position sur le clip ceinture, on va en avoir 4. Donc ça va être révolutionnaire. C'est vraiment le gros défaut du Paramilitary, comme le Military. Il n'y avait qu'une seule possibilité une seule position pour le porter. Là, on va en avoir 4. Donc ça, c'est vraiment le top. On va avoir également aussi un passage pour Dragon un peu plus imposant. C'est vrai que chez Spyderco, en général, quand on regarde, on a toujours des petits trous pour passage Dragon minuscules. Là, ils vont l'améliorer. En tout cas, ils vont le grossir un petit peu. On va avoir aussi une finition de manche un petit peu plus fine, d'accord, une ligne un peu plus allongée. Et toujours par contre le liner au dos, vraiment efficace. Mais je vous dis déjà le fait d'avoir ce clip ceinture là et un cahier des charges un petit peu différent. On va avoir un Paramilitary d'ici l'année 2010 voire début 2011 qui risque d'être magnifique. Et j'espère que ça va passer en tout cas. Donc à voir, à surveiller.